Bang Bang. Double Bang Company. Salut les internautes, mon œil jette un coup d'œil sur le monde de Jérôme Bondu, fondateur et directeur du cabinet Interliguéré, spécialisé en veille, intelligence économique, influence digitale et sécurité informationnelle. Dans cet épisode, on s'intéresse à la sécurité des données, sujet brûlant s'il en est, et qui concerne tout le monde, les entreprises, les États et nous tous. Je suis Islaine Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Jérôme, comment ça va ? Super, et toi ? Ça va très bien. Aujourd'hui, on va aborder le sujet crucial de la sécurité des données, un sujet de plus en plus chaud. Peux-tu rappeler en quoi c'est important ce volet pour les organisations ? Écoute, d'une manière très très simple et très générale, la sécurité informationnelle de tout temps a été un enjeu crucial. Déjà, Jules César était célèbre pour chiffrer ses messages. Et si on va encore plus loin et on se réfère aux empires babyloniens, je pense que c'est eux qui avaient cette méthode-là. Quand on voulait envoyer un message très très secret, on prenait un esclave, on lui rasait la tête, on écrivait le message sur son crâne, on attendait que les cheveux repoussent et on envoyait l'esclave. Et si tu veux, c'était un moyen très sûr de savoir si le message était délivré sans avoir été lu. Parce que, imaginons que l'esclave veuille lire ou faire lire son message, il est obligé de se raser la tête, d'attendre que les cheveux repoussent pour pouvoir le délivrer. Et donc, s'il mettait trop de temps, on savait qu'il avait trahi. Donc, de tout temps, la préservation des informations a été quelque chose d'extrêmement important. De nos jours, les entreprises et les organisations et même les personnes physiques doivent protéger les informations. C'est d'autant plus important que nous vivons dans un monde numérique où l'information est portable, et si elle est portable, elle est volatile, et si elle est volatile, elle peut se dérober d'autant plus facilement. Alors Jérôme, les attaques peuvent venir de toutes parts, des objets connectés au simple mail dans sa boîte de réception jusqu'aux faux profils derrière lesquels peuvent se cacher des personnes mal intentionnées. Comment sensibiliser ses collaborateurs et finalement le public à tout ça ? On peut faire une sensibilisation. Alors moi j'en fais, tu le sais, je suis formateur dans ce domaine-là en intelligence économique avec ses 3 volets, le volet veille, le volet influence et le volet sécurité informationnelle. Donc souvent on me demande d'intervenir dans les entreprises pour montrer comment on peut se faire dérober des informations. Alors tu as cité un certain nombre d'éléments. On peut se faire dérober des informations par exemple quand on est dans le train et qu'on travaille sur son ordinateur sans filtre polarisant, ou alors on est dans un lieu public et on a une conversation professionnelle, ou alors on envoie un mail à la mauvaise personne. Régulièrement, il faut rappeler. Alors à quelle fréquence, ça dépend des sociétés. Si on est une société dans le monde de la défense, voilà, alors généralement c'est très très bien fait, et les rappels sont fréquents. Si on est dans un domaine moins stratégique, peut-être que la bonne fréquence, c'est la fréquence annuelle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut absolument imposer des routines, des éléments qui soient fréquents et qui permettent de remettre les bonnes idées en tête des collaborateurs. On a parlé du travail dans le train, on peut parler des post-it aussi qui traînent régulièrement sur les médias sociaux. On voit des photos de personnes qui se sont fait prendre en quelque sorte prendre au sens propre, au sens figuré, c'est-à-dire elles ont été prises en photo ou en vidéo, et on voit un post-it avec un mot de passe et un identifiant. Et j'ai des exemples dans mes supports de présentation avec y compris des structures dont on pourrait croire qu'elles sont hyper vigilantes mais qui se font prendre quand même. Les ordinateurs sont des outils précieux dans les entreprises. Certaines données sensibles y sont parfois conservées. Quels sont tes conseils pour anticiper un vol d'ordinateur par exemple et s'en sortir sans perte de données? Tu peux avoir des sauvegardes physiques sur un disque dur. Dans les entreprises, il y a des sauvegardes automatisées. Ensuite, comment éviter que les données tombent entre des mains à qui ça n'est pas adressé? Donc ça, c'est une autre question. Tu as des solutions logicielles qui permettent, en cas de perte, premièrement, de géolocaliser ton ordinateur, et deuxièmement, qu'il y ait une destruction automatisée des données après déclaration d'une perte ou d'un vol. Alors comment ça marche ? C'est très simple. On met le logiciel spécifique dans son ordinateur. Il y a un soft. Si jamais on voit qu'on a perdu son ordinateur, on va en ligne, on déclare la perte. Et là, je caricature un petit peu, mais ça va se passer comme ça. On a un bouton qui va nous dire, vous voulez détruire vos données ? On peut dire oui. Et dernier temps d'opération, à partir du moment où l'ordinateur sera ouvert et dès la première connexion Internet,
bim, il va y avoir une destruction des données. C'est comme dans Mission Impossible, vos données s'autodétruiront dans 5 secondes, avec la fumée qui sort du magnéto. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais oui, t'as raison, c'est une belle image, je la reprendrai d'ailleurs. Parlons des mots de passe. Comment éviter de se faire hacker? Pareil, sur Internet, dans les médias sociaux, on voit une sorte de tableau qui montre en fonction du nombre de caractères dans un mot de passe le temps qu'il faut pour le hacker. Alors je me rappelle plus des correspondances, mais grosso modo, si vous avez 5-6 caractères dans votre mot de passe, il est craquable instantanément. À partir du moment où vous avez plus de 12 caractères, ça commence à chauffer un petit peu, et là, il va être plus difficilement craquable. À partir du moment où vous avez plus de 18 caractères, si j'ai bonne mémoire, et que vous utilisiez en même temps des lettres, des chiffres, des majuscules, des minuscules et quelques signes diacritiques, par exemple un point d'exclamation, un point de suspension, des choses comme ça, voilà, ça va être très très compliqué de le craquer et le délai nécessaire va se compter en centaines de millions d'années, donc on est vraiment tranquille. C'est pour ça que de plus en plus, on dit qu'il faut pas des mots de passe, mais il faut des phrases de passe. Pourquoi? Parce qu'avoir un mot de plus de 18 caractères, c'est un peu compliqué. Par contre, une phrase de passe, là, pour le coup, c'est assez simple. Il suffit, par exemple, que vous fassiez référence à quelque chose que vous aimiez bien, et si possible, sur lequel vous n'avez pas communiqué sur les médias sociaux. Par exemple, vous adorez faire du cheval et vous mettez souvent des photos de cheval, hein, voilà, vous faites de l'équitation. Bon, vous n'allez pas prendre ça. Par contre, votre péché mignon, c'est, je dis pas moi, c'est une recette. Par exemple, vous adorez la tarte aux pommes, et ça, vous en parlez pas parce que ça n'a aucun intérêt sur les médias sociaux. Eh bien, vous pourriez partir de la tarte aux pommes et puis faire une phrase de passe du style j'adore la tarte aux pommes. Et cette phrase de passe, vous allez peut-être transformer quelques éléments, hein, pour ajouter encore une fois, mixer des chiffres et des lettres, des points d'exclamation, et ça va vous faire une phrase de passe qui va être hyper solide. Il y a aussi les informations confidentielles qui doivent rester confidentielles. Tu l'expliques très bien dans ta formation. Tu dis il faut arriver à séduire sans trop dévoiler. Tu peux expliquer ça aux auditeurs? Alors, séduire sans trop dévoiler. Donc là, on est dans une relation où on est avec quelqu'un, et ça peut être, par exemple, un prospect, un partenaire, un fournisseur, un client, ou alors quelqu'un qu'on veut recruter. Et là, on est dans une relation où on doit échanger des choses. Donc séduire, mais pas séduction au niveau sexuel, bien évidemment, hein, la séduction au niveau professionnel. On doit séduire, mais pas trop dévoiler. Donc c'est quelque chose qui est très important parce que ce type de circonstances, on veut recruter une personne, on veut avoir un nouveau client, on veut travailler avec ce fournisseur qui est génial. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent et pour lequel, bah oui, il faut tracer des lignes rouges. Donc il faut pouvoir séduire sans trop dévoiler. Alors comment faire? Se fixer une ligne de conduite. Se dire par exemple que en matière de présentation de l'entreprise, je vais évoquer tel ou tel point qui sont nos points forts, mais je vais masquer tel autre point qui est un point fort, et par contre sur lequel il faut être discret. Il faut donc se fixer des limites, il faut en avoir conscience, et il faut s'y tenir. Et je vais te faire une petite blague, je vais te poser une question. À ton avis, qu'est-ce qui est plus dur que de faire parler un ingénieur japonais? Alors, les ingénieurs japonais sont réputés pour être très discrets, mais il y a quelque chose qui est encore plus dur que de faire parler un ingénieur japonais. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je donne ma langue au chat. Eh bien, c'est faire taire un ingénieur français. Voilà, c'est une petite phrase qu'on raconte beaucoup dans le monde de la sécurité informationnelle et qui souligne le fait que, des fois on a envie de se mettre en avant. Et quand on est dépositaire d'un savoir-faire, il est toujours valorisant d'en parler. Et tu vois, ça rejoint tout à fait le fait il faut pouvoir séduire sans trop dévoiler, il faut se fixer des limites, et il faut avoir conscience que son interlocuteur n'est pas qu'un interlocuteur qui peut être discret, mais aussi quelqu'un qui peut être dans une position de partage d'informations avec des tiers. Merci Jérôme. Merci beaucoup. Jérôme, je rappelle que tu as écrit plusieurs livres sur les techniques de recherche d'informations et de veille qu'on peut trouver en allant sur ton site. La plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité, coécrit avec Jérôme Couteau et Anne Beaufumé en 2022. Petit bestiaire de la gestion des informations en 2021, maîtriser Internet avant qu'Internet ne vous maîtrise en 2019 aux éditions Interligéré et Voyage au pays des réseaux humains en 2011 paru chez Lavozelle. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.
Double Bang Company.